J'ai moins de voix. Coucou, tiens-la bien parce que c'est pas très... Ouais, pas qu'elle tombe, hein. Après on pourra plus la revendre. Bonjour à tous. Je vais vous lire une lettre ouverte que j'ai écrite au président de la République. Monsieur le Président, cette cérémonie de remise de stèle est chargée de symboles. Premier symbole, cette demeure des Devindel, les maîtres de notre sidérurgie pendant des siècles, mais qui a aujourd'hui cette particularité. Elle appartient désormais aux enfants de la Fench, grâce à deux entrepreneurs, fils d'ouvriers, tous deux issus de l'immigration, comme nous tous ici d'ailleurs, et qui ont fait le serment de ne jamais enfermer les grilles en l'achetant, pour que chaque enfant du pays puisse s'y sentir chez lui. J'espère que vous sentez bien. Deuxième symbole, ce jour. Ce jour, c'est aujourd'hui que l'administration militaire doit remettre ses conclusions au tribunal administratif dans l'affaire Augias, ministère de la Défense. Troisième symbole, cette pierre que vous voyez ici. Stèle funéraire sur son recto, dont l'épitaphe est gravée dans le marbre. Pour l'éternité, car nous ne pouvons pas changer les erreurs du passé. Mais pierre d'union sacrée sur son verso, dont le message d'espoir est simplement collé sur le marbre, pour le futur. Car nous, Français, restons maîtres de notre destin. Et cela, il me semble que notre gouvernement ferait bien de ne jamais l'oublier. Nous, ouvriers, nous, patrons de PME, nous, élus locaux, sommes debout, jour après jour, et nous affrontons la réalité. Français de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, représentants d'organisations syndicales ouvrières, patronales, rappelons aujourd'hui à ceux qui nous gouvernent et qui se font enseigner par leurs conseillers spéciaux le prix de la baguette tous les 3 mois, cette parole de Winston Churchill. Il ne sert à rien de dire « nous avons fait de notre mieux », il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Ces hauts fourneaux que l'on peut admirer ici et qui font notre fierté n'auraient jamais dû s'éteindre. Skylander, projet magnifique qui aurait dû devenir une pépite de plus pour notre région, a licencié ses derniers salariés au moment même où vous annoncez un plan industriel pour le développement de l'avion électrique. Des solutions existaient, non seulement pour sauver ces projets, mais également pour faire rayonner nos savoir-faire dans le monde entier. Car nous, Lorrains, sommes également de redoutables commerciaux. Ces solutions locales passaient par le bon sens, l'expérience, une créativité exceptionnelle, enrichie par le meilleur des carburants, le mélange instinct de survie, pragmatisme. Malheureusement pour nous, les arbitrages, entre parenthèses, terme hype utilisé dans les ministères mais qui se traduit chez nous par « je tranche », se sont faits par des autistes du monde de l'entreprise. Un stage de 3 mois dans une société du CAC 40 ne permet pas de comprendre le monde français de l'entreprise, et pour au moins une raison. Ces entreprises réalisent des profits considérables, certes, et c'est tant mieux, mais elles réalisent surtout 75% de leur business hors de nos frontières. Ces deux exemples régionaux sont dramatiques, mais ils ne doivent pas occulter les drames à venir comme Carlin ou encore le cas de ma propre entreprise, exemple catastrophique de l'incompétence de l'État, mais cette fois-ci à l'échelle nationale. Quand je parle en effet de mon entreprise, je parle au nom des 3600 PME non stratégiques en contrat avec la Défense à juin 2009, parmi lesquelles 1 millier a déjà été liquidé par l'incompétence de l'administration militaire. Une union sacrée de parlementaires est même née à travers des questions écrites et orales au gouvernement à propos des conséquences sur les PME de ces dysfonctionnements inacceptables dans les délais de règlement. Le député UMP François Cornu-Gentile, le député UMP Alain Marty, le député Gilbert Collard du Rassemblement Bleu Marine, le député communiste Jean-Jacques Candelian-Gromerge demandant la liste des PME en contrat avec le ministère de la Défense à juin 2009, le ministre a répondu qu'aucun cas de cessation d'activité consécutive à l'utilisation de Chorus n'avait été porté à la connaissance par ses services. Alors que la directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense en personne m'a transmis un document juridique
dans lequel elle reconnaissait la faute de l'administration. Alors que le directeur du commissariat aux armées s'est trompé face à moi dans le cabinet du ministre de la Défense, dans une proportion, tenez-vous bien, de 1 à 40 sur les montants de factures non réglées à plus de 30 jours, alors que ce même directeur du commissariat aux armées a avoué en ma présence qu'il n'était pas en mesure de retrouver les archives papier de règlement de facture 2009, les ordinateurs étant inutilisables depuis 2010. Alors que le directeur du CGA a été remplacé cet été dans la plus grande discrétion, alors que le chef d'état-major de l'armée de terre, en personne, condamne dans le magazine Le Point l'amateurisme de l'administration militaire, ce sera le dernier alors qu'un rapport accablant de la commission défense des députés Mello et Gosselin sur les erreurs de l'administration militaire, paru la semaine dernière, explique, je cite, entre guillemets, qu'il serait inadmissible que l'irresponsabilité devienne la règle dans la gestion des affaires publiques. Un tel déni dans la réponse du ministre de la Défense ne peut s'expliquer que par une tentative désespérée de l'administration militaire de cacher coûte que coûte une vérité sur un scandale gravissime. Dois-je vous rappeler que certains de nos soldats qui se battent au Mali ont les huissiers qui sonnent à leur domicile, faute de recevoir leur solde en temps et en heure? Et en raison des mêmes hauts dirigeants administratifs, je refuse que des entrepreneurs payent pour l'incompétence de l'administration militaire. Et face à son mutisme légendaire et à son mauvais vouloir caractérisé, je vous demande de m'aider, Monsieur Hollande. Je souhaite que Madame la députée Gosselin-Fleury se rapproche du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, avant de rendre son rapport parlementaire sur les dysfonctionnements de l'administration militaire. Par cette démarche, la Commission défense sera en mesure d'obtenir les informations essentielles qui lui permettront d'évaluer la gravité de la situation depuis 2009, mais surtout de constater que des PME défense continuent à se retrouver en redressement judiciaire, notamment ces toutes dernières semaines, en raison de délais de paiement inacceptables de la part du ministère de la Défense. Les questions précises à poser au Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires sont déjà connues de ces services. Ainsi, il sera facile de calculer le nombre de PME défense non stratégiques détruites en 3 ans, tout en comptabilisant le nombre d'emplois détruits au niveau national jusqu'à ce jour. J'attire d'ores et déjà votre attention sur le fait que des montants impayés dus par le ministère de la Défense au-delà de 90 jours de liquidation judiciaire pourrait représenter une forme peu avouable de financement de la part du ministère de la Défense sur des entreprises en faillite, avec toutes les conséquences dramatiques que cela pourrait engendrer pour l'État français. Cela signifierait en effet que l'administration militaire se financerait en partie sur des entreprises non stratégiques qu'elle aurait détruites par ses retards de paiement et remplacées le plus simplement possible en raison de leur caractère non stratégique. Mon optimisme dans le redressement de notre pays reste toutefois inébranlable. À ce détail près, et je vais reciter Churchill, qui était plein de bon sens et qui disait « Les Anglais s'effondrent dans l'ordre, les Français se relèvent dans le désordre ». Écoutez les Français, Monsieur Hollande, ne les décevez pas. Pour faire la guerre, il faut être irréprochable. Que l'État français commence par payer ses factures à ses fournisseurs, cela permettra d'épargner de nombreuses victimes innocentes, des centaines de PME, ainsi que des milliers d'emplois. Une dernière chose très importante, on chante mieux la Marseillaise en Alsace-Moselle que sur la pelouse du Stade de France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Il m'était adressé. Donc j'imagine que, bien évidemment, elle est ouverte, mais il y aura d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il la recevra. Et donc le message passera. Cette stèle, pour vous, c'est aussi un symbole d'une certaine faillite de la part du gouvernement, du président, ou pas du tout? Cette stèle, c'est d'abord une cohésion au niveau de personnes de la même région. Vous avez vu un petit peu la relation qui ont pu se voir à l'instant avec les syndicalistes. A priori, c'est la guerre, les patrons,
vous avez pu noter que ce n'était pas du tout le cas, bien au contraire. Et donc, on va tous dans la même direction pour avancer et faire évoluer notre région. Parce qu'on aime notre région, parce que j'ai constaté à quel point elle est jolie. Et donc l'idée, c'est de ramer dans la même direction. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la reprise de ces hauts fourreaux d'eau, que ce soit ces problèmes sur Skylander. On apprend hier que le gouvernement envisage de développer un avion électrique, alors qu'on a pour l'instant en Lorraine même pas réussi à faire décoller un prototype de ce qu'était un avion de précédente génération. Et ça rejoint vos problèmes de votre entreprise? Ben, bien sûr, puisque mon problème il est lié à l'incompétence d'un certain nombre de personnages de l'État, et que bien évidemment il faut pouvoir avancer là-dessus. Donc c'est en faisant en sorte que tout le monde puisse puisse entendre ce qui se passe véritablement en Lorraine que les choses avanceront. Il n'y a pas de secret, je vous apprends rien là-dessus.